Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 290. Déjà, eh oui. Donc la question de l'identité nationale s'invite en force au grand banquet de la présidentielle. Après la fracture sociale en 1995, l'insécurité en 2002, l'invité surprise a pour nom identité nationale. 50 ans après la signature du traité de Rome, qui a fondé l'Europe à l'heure de la mondialisation généralisée, mais peut-être n'est-ce pas tout à fait un hasard, en France, à l'extrême droite, bien sûr, à droite aussi, et plus étrangement, singulièrement en tout cas à gauche, voilà que nous nous interrogeons gravement sur notre identité. Allons bon. Être français. On croyait que ça allait pratiquement de soi. On croyait savoir pourtant les règles. Liberté, égalité, fraternité, la devise, loi de la République, droit du sol, droit du sang, valeurs communes qui font de vivre ensemble et la citoyenneté de plein exercice pour tous. Mais, inquiétude. Ça n'irait donc plus de soi. Pouvons-nous être français avec celles et ceux-ci qui, par leur culture ou leur religion, semblent, dit-on, ne pas vouloir être des Français comme les autres ? Notre identité serait-elle donc si fragile ou menacée de toutes parts ? Faut-il à ce point la brandir, la défendre et la protéger, notre chère identité, fantasme ou réalité ? Que faire ? Aller tous aux abris en chantant la Marseillaise avec un drapeau tricolore à chaque fenêtre et un super ministère de l'immigration et de l'identité nationale pour veiller sur nous. On va parler de tout ça avec nos invités que je m'empresse de vous présenter. Donc Fatima Annie, vous êtes secrétaire générale d'Assez le Feu. Votre collectif, né à Clichy-sous-Bois au lendemain des révoltes, on le sait, de novembre 2005, de l'automne 2005, a soumis un contrat social et citoyen pour les banlieues aux candidats à l'élection présidentielle. Vous nous direz si vos propositions ont été entendues, retenues. L'un d'entre eux vous a répondu ces jours-ci à sa manière par son ministère justement de l'immigration et de l'identité nationale. C'est une façon aussi de contribuer au débat. Vous allez me dire comment vous avez ressenti ce projet. Et je signale que votre association, Assez le Feu, vient de publier Le Réveil des oubliés aux éditions Scali et co-organise le 14 avril, c'est bien ça, prochain à Paris, la marche des oubliés. Henri de Lesquen. Vous êtes donc le président du Club de l'Horloge. Alors c'est un club de réflexion, un réservoir à idées, on peut dire proche de la droite extrême ou de la droite. Enfin, en tout cas, bon, vous allez me dire non, mais enfin, en tout cas, c'est un réservoir à idées. Alors, vous discutez entre vous, vous faites des propositions. On y reviendra tout à l'heure. Nous sommes indépendants. Pardon ? Nous sommes indépendants. D'accord, vous êtes indépendant, mais je n'ai jamais dit que vous n'étiez pas indépendant. Bon. Pour vous, c'est l'immigration massive et massivement nord-africaine que nous connaissons aujourd'hui qui menace notre identité, qui peut la menacer, dites-vous. À accueillir des étrangers qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'assimiler, notamment en raison de leur religion, l'islam. L'assimilation, c'est le problème. Vous nous expliquerez donc pourquoi, vous aurez tout le temps de le faire. Saïda Kada, juste à côté de vous, sous ce voile que vous avez choisi de porter à l'issue d'un long cheminement spirituel c'est une fervente militante que nous accueillons ce soir. Au nom de l'association Diversité, vous tapez fort sur Nicolas Sarkozy. Il sait que la peur fait recette, dites-vous, il invente donc la maladie et propose ensuite des remèdes. Les musulmans sont devenus, à vous entendre, la nouvelle chair à canon des sociétés occidentales. Ce sont vos propos. Merci d'être là. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et chroniqueur à RTL. Dans un de vos récents éditos, vous écrivez « L'immigration et identité nationale n'est pas un amalgame, entre les deux mots, mais une louable ambition. » Vous nous expliquerez pourquoi vous défendez l'affirmation de cette identité française et vous nous éclairerez sur les possibles instrumentalisations de ce concept en plein cœur de la campagne électorale. Merci d'être là. Bonsoir. Richard Descoings, vous êtes directeur du très prestigieux Institut de sciences politiques de Paris. L'intégration, vous connaissez, vous pratiquez. En 2001, vous avez créé une filière d'accès spéciale à votre établissement. Depuis 264 étudiants. C'est pas mal, 264 étudiants venus de ZEP ont intégré Sciences Po et les premiers diplômés sont sortis en juillet 2006. En juillet 2006. Bravo. Et comme tous les autres. Ils ont gagné le droit à l'indifférence à travers l'école. Avez-vous le sentiment d'avoir à votre façon conforté notre identité nationale et la sentez-vous si menacée ? Votre livre, Sciences Po de la Courneuve à Shanghai, vient de paraître aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup. Gérard Noiriel, vous êtes historien, sociologue et l'un des meilleurs spécialistes, que dis-je, le spécialiste de l'immigration en France. Pour vous, nous ne sommes pas face à un problème identitaire avec l'immigration, pas du tout, mais face à un problème d'intégration sociale. Les enfants d'immigrés sont d'abord et avant tout des enfants d'ouvriers, dites-vous.
Et vous apporterez évidemment votre contribution qui sera précieuse à ce débat sur l'identité nationale. Vous venez d'ailleurs de publier chez Fayard un livre très documenté intitulé « Immigration, antisémitisme et racisme en France », donc chez Fayard. Merci d'être là. Donc on y va. Je vais vous poser une question tout de suite pour lancer le débat. Vous allez me répondre assez rapidement. C'est juste pour lancer le débat. Que dit de la France actuelle ce débat sur l'identité nationale ? Sarkozy, je le rappelle, se fait ici d'avoir montré le chemin. C'est ses propres mots, c'est son propre mot. Montrer le chemin sur cette question. Ségolène Royal, dont le slogan est devenu la France présidente, et qui ne veut pas être en reste, multiplie appel au drapeau et marseillaise en fin de meeting, surtout de ne pas laisser les symboles de la nation à Sarkozy. Bon, l'extrême gauche s'insurge, bien sûr, et François Bayrou dénonce l'obsession nationaliste et craint que les thèses de Jean-Marie Le Pen n'envahissent l'esprit de ses concurrents. Et vous, qu'en pensez-vous ? Réponse, s'il vous plaît. Alors, qui veut commencer ? Qui veut commencer ? Personne ? Monsieur de Lesquen ? Je crois que la question centrale en matière d'immigration, c'est de savoir si la France va rester une nation unitaire ou si elle va éclater pour devenir une société multiculturelle. Et quant à Sarkozy, j'ajoute une phrase, Sarkozy a montré le chemin, mais le chemin aux immigrés qui veulent rentrer en France. D'accord, Richard Descoings. La France est déjà un pays multiculturel, Dieu merci. Et j'espère que ça va être de plus en plus la réalité, parce que la diversité est une richesse. Vous refusez la France ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Pas la France. Il refuse la France. Je dis que la diversité est une richesse. Les entreprises le savent, les entités politiques... Vous jouez sur les mots. Je ne joue pas du tout sur les mots. L'unité dans la diversité, oui, mais c'est l'unité qu'il faut préserver. L'unité de quoi ? L'unité de la France, de la patrie. Laquelle ? Celle d'avant 1945, où les femmes n'avaient pas le droit de vote ? Alors, donc c'est une chose. Ça, je voulais intervenir. Le problème, c'est qu'effectivement, Nicolas Sarkozy se vante d'avoir lancé ça sur le débat, mais tout en laissant les Français investir ce terme-là avec la définition que le Front National a fait de ce mot pendant des années. Donc, on lance ça un petit peu en pâture au débat, tout en laissant les gens s'approprier une définition qui, elle, forcément, clive les positions des uns et des autres, parce que forcément, elle est ethniquement blanche, elle est socialement différenciée, elle est forcément excluante. Donc, de fait, la quasi-totalité des gens qui vivent disons en France, ne peuvent pas se reconnaître, non pas dans le mot, mais dans la définition qui est forcément portée par la France. Yves Tréhat ? Moi, je crois qu'on aura observé que depuis 20 ans, il y a beaucoup d'abstention lors des élections. Oui. Il y a un refus, finalement, de ce que proposent les différents candidats. Et ce refus s'est encore manifesté lors du dernier référendum. Moi, je crois qu'en France, il y a, dans cette France qui est très diverse et qui sera toujours diverse, un besoin de France, justement. On ne sait plus ce qu'est la France. Mais, à votre différence peut-être, cette France, elle est multiculturelle. Non. Son expression peut varier. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un creuset qui existe. C'est ce que demandent, en tous les cas, les Français. Ça transcende les races, ça transcende les religions. Mais on veut savoir ce qu'est cette France. Oui. Et je crois que la question est posée. La question de l'appartenance, la question de la question de ce qu'est la France. La définition, oui. C'est une définition qui est très difficile à trouver. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que même s'il y a une part de commerce électoral de la part des candidats à mettre ce sujet précis de la campagne. Oui. On observe aussi que ce sujet intéresse les gens et que vous aurez observé aussi que dans les sondages, dès qu'ils commencent à parler de la France, eh bien, les Français, ils augmentent dans les sondages. Donc il y a un besoin de France dans ce pays qui a été absent pendant 20 ans du débat. Fatima Hani ? Oui, alors moi je pense qu'il faut au minimum remettre les choses à leur place, à savoir, il y a quelques années de ça, on nous a lancé pendant pareil une campagne présidentielle que le problème majeur c'était l'immigration. On est passé après 5 ans plus tard à l'insécurité. Et aujourd'hui on veut nous faire croire qu'on a un problème d'identité nationale. Je pense pas qu'on ait un problème de ce côté-là. On sait tous ce qu'est la France, on sait exactement quelle est l'identité de ce pays. Maintenant le problème qui se pose, et pour avoir vu ces fameuses personnes et toute cette population dont vous savez si bien parler et pourtant dont vous êtes si loin. C'est pas ce qui les préoccupe. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce qui me permet de dire ça, c'est justement tout ce côté erroné que vous faites. Vous avez le sentiment de connaître les priorités d'une population qui aujourd'hui dit pas qu'elle ne sait pas où elle se reconnaît dans son identité. Elle ne parle pas d'immigration, elle parle de choses plus concrètes. Ce qui dérange et ce qui embête aujourd'hui les gens, c'est de ne pas avoir d'emploi, c'est de ne pas avoir de logement, c'est de devoir se battre. Et ce problème-là, il n'est pas dû.
il n'est absolument pas dû. Il n'est ni dû à une identité qui serait perdue ou menacée. Loin de là, on sait exactement ce que c'est. Il y a juste à se pencher un petit peu sur la Constitution pour savoir ce qu'est la France. Et à mon avis, ceux qui pensent que l'identité doit être redéfinie, c'est qu'à mon avis, ils ont un problème avec cette identité nationale française qui est déjà bien présente et qui veulent faire évoluer en autre chose, justement, qui fait peur parce qu'on ne sait pas vers quoi on va là maintenant. Ah ben, donc Gérard Noiriel. Comment, vers quoi on va? Vous venez d'entendre ce qu'elle vient de dire? Oui, oui. Vers quoi on va? Si vous voulez, en tant qu'historien, on est bien obligé de trouver assez répétitif ce débat sur l'identité nationale. Est-ce qu'il faut aussi souligner... non, je veux dire, mon livre est consacré à ça, j'en ai à 717 pages. Vous verrez que depuis le début du XXe siècle, vous avez ce débat qui est constamment récurrent. Et vous avez des différences, malgré tout, entre ceux qui vont lier la question d'identité nationale et de l'immigration. Cette formule donc d'un ministère, l'Action française, Maurras, c'est le point de départ. Et vous avez une radicalisation dans les années 30 et vous avez un débouché sur Vichy. Donc le problème de mettre en liaison l'identité nationale et l'immigration, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que, vous savez, il y a plus d'une centaine d'universitaires qui ont signé une pétition contre cette formulation. Moi, je l'ai signé, je ne suis pas à l'initiative, mais je l'ai signé parce que je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement dangereux. L'historien prétend qu'il n'y a pas de relation entre l'immigration et l'identité nationale, il vaut mieux être... Alors allez-y, puisque vous avez la parole, continuez, comme ça le débat va s'engager, allons-y. Alors vous. La question est celle de l'assimilation. Oui. La solution républicaine à l'immigration, c'est de proposer aux immigrés qui sont en France de s'assimiler. Mais quelle différence vous faites entre assimilation et intégration? L'intégration est un mot qui ne veut rien dire, qui a été inventé pour tromper. Moi, je connais l'insertion qui consiste à transformer la France en société multiculturelle en juxtaposant des populations hétérogènes, et puis l'assimilation qui consiste à faire que les immigrés deviennent pleinement français. Aucun historien ne soutiendrait des choses comme ça. C'est lamentable. Écoutez, vous êtes un disciple de Lysenko, ici dans un débat sérieux. Vous êtes un disciple de Lysenko pour dire des bêtises pareilles. Franchement. Vraiment. Je sens l'injure possible, mais je connais mal l'œuvre de Lysenko. Non, mais je veux dire, ce sont des scientifiques qui utilisent leur titre pour raconter n'importe quoi, c'est insupportable. L'immigration, le principe républicain, c'est l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire que moi j'ai une grand-mère immigrée et je suis français. Bon. En revanche, l'insertion... l'insertion, ça consiste à dire qu'il va y avoir des communautés séparées, des gens qui vont porter le voile islamique, qui appliqueront la charia, d'autres qui appliqueront la loi des Gaulois. Concrètement, c'est l'éclatement de la nation. Monsieur Noiriel nous raconte qu'il connaît le sujet. Oui, il le connaît. Mais pour tromper, parce qu'il sait très bien que l'immigration d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle qui avait... C'est une question de religion, alors, soyons clairs. De religion et de culture, en général. Écoutez, aucun historien n'accepterait ce que vous venez de dire ici. Sérieux accepterait. Vous parlez sans avoir rien lu, sans rien connaître des travaux scientifiques qui ont été faits sur le sujet. Je vous ai même lu, monsieur Noiriel. Avec tristesse, d'ailleurs, avec tristesse, parce que vous désinformez. Monsieur Deesquin, vous dites que le problème, c'est l'islam, en fait. Je vous ai bien entendu. C'est le principal. Aujourd'hui, il y en a d'autres, mais en une heure, parlons d'abord de celui-là, si vous voulez. D'accord. Alors, réponse. Comment vous vivez ça? Non, mais je vais quand même réagir. Concrètement. On a un cadre qu'on met en avant depuis des années, qui est le cadre laïque, qui est ce fameux espace de neutralité où chacun est censé se mouvoir en toute liberté, en toute sécurité, sans crainte finalement d'être oppressé, que la laïcité protège et garantit l'exercice du culte. Et aujourd'hui, on m'explique que le port de mon foulard, qui est un fait religieux, le foulard si vous voulez, il n'empêche qu'il fait partie de ma religion, on n'est pas protégé par la laïcité. Le débat est le débat de fond. Aujourd'hui, je suis française. On entend Sarkozy, quand il met en avant justement cette histoire d'identité nationale en lien avec l'immigration, dire en tant que fils de Hongrois, en tant qu'immigré, en gros, il n'y a pas d'insulte que de parler d'identité nationale, de lier ça à l'immigration. Le problème, c'est quand on voit Nicolas Sarkozy, on dit qu'il est français. Moi, on dit que je suis français issu de l'immigration. Combien de générations encore faudra-t-il pour que je puisse être français, d'autant que nos grands frères, nos grandes sœurs ont fait de cette idée d'assimilation un projet de vie. Il y en a qui ont changé de nom de famille, se disant il est trop connoté, donc on va paraître plus français. Or, aujourd'hui, quand on est discriminé dans ce pays, on n'est pas discriminé parce qu'on était français, on est discriminé parce qu'on ne colle pas avec l'idée qu'on se fait du blanc et du français ethniquement blanc. Et c'est pour ça que le débat est dangereux. C'est parce que quand on parle d'identité nationale, on ne parle pas d'un projet qui pourrait justement favoriser le vivre ensemble. Pardon, je termine. Mais par contre, il favorise l'idée front nationaliste de l'identité nationale qui justement va cliver les gens. Mais la patrie, c'est un grand mot. On nous noie avec ce terme abstrait d'identité. Je poursuivrai ce qui vient d'être dit. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a un besoin de France, il y a un besoin de savoir le pacte national. Il n'y a pas de pacte national, il n'y a plus de contrat social, si vous voulez. Oui. Qui est, mais Ségolène Royal qui est un projet commun pour tout le monde. Il s'agit pas. Ça serait quoi?
Mais il reste à définir. Mais ce qui s'est passé en novembre 2005 dans les banlieues, c'était un immense cri de révolte de la part de jeunes qui étaient, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, à 95% d'ailleurs de nationalité française, et qui frappaient à la porte en disant on n'a pas d'emploi, on n'a pas été éduqués parce qu'on a été mis dans des écoles parking. C'est ce que disait Fatima Hani. Exactement. C'est un problème social. C'est un problème social. Qu'est-ce qu'on met l'immigration dans ce débat-là? Ça n'a rien à voir. C'est une question sociale. C'est ce qui fait peur. Ne parlez pas tous en même temps. Les personnalités politiques, elles ont compris. Pourquoi on parlerait avec des tabous? Pourquoi on ne désignerait pas ce qui existe? Vous avez très bien vu que la plupart de ces... Mais bien sûr que l'immigration est un des problèmes, c'est pas un problème, c'est un des facteurs de l'identité nationale. Bien sûr, puisque l'identité nationale, elle s'est faite par sédimentation. Est-ce qu'elle menace notre identité nationale? Et bien sûr que non, qu'il n'y a pas de menace. Il y a simplement la nécessité de trouver un pacte social pour que tout le monde ait un même dessein, un même projet pour ce pays. Et on voit très bien qu'il y a des gens qui s'estiment au bord de la route. Qui sont ces gens qui sont au bord de la route? Qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui vivent dans des quartiers, qui sont d'origine immigrée, qui sont peut-être français, mais qui n'ont pas été intégrés, on n'aura pas fait une place dans le bateau France. Voilà l'histoire. Attendez, Monsieur Noiriel, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Ségolène Royal à Marseille? Il est allé juste après Sarkozy, il y a peu de temps, là. L'identité nationale, c'est pas de demander des comptes pour savoir d'où on vient, mais c'est de savoir où on va aller ensemble. Une sorte de réponse à ce que vous dites, une sorte de pacte. Pourquoi pas? De savoir où on va aller ensemble. Mais comment on fait ça? C'est fondamental, c'est quoi, que ce n'est pas à l'État de régenter l'identité nationale. Voilà. Ce n'est pas non plus aux hommes politiques. L'identité nationale, elle se constitue effectivement à partir des relations sociales. Oui, mais elle se transforme, monsieur. Mais non, vous savez bien qu'elle se transforme parce que nous sommes dans un monde aussi qui est ouvert. Voilà, il joue sur les mots. Attendez. Non, mais il joue sur les mots. Mais écoutez, attendez, laissez-le. Mais écoutez-le. Mais le sens, Monsieur le sens du mot identité, c'est ce qui se transforme. Monsieur Lescun, des valeurs. C'est encore pire que ce que je croyais. Parce que si votre définition de l'identité nationale, c'est figé, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est comme votre identité, monsieur Noiriel, elle est figée d'une certaine manière, vous êtes toujours le même. C'est ça. L'identité, c'est ce qui fait qu'on reste soi-même au fil du temps et qu'on est différent des autres. Ça n'est pas n'importe quoi. La France n'est pas un contenant qui peut recevoir n'importe quel contenu. Monsieur Noiriel. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'identité nationale? Je crois qu'il faut le dire franchement, ce sont les thèses, la tradition de l'extrême droite en France. Ce type de discours, c'est la tradition de l'extrême droite. Vous faites de l'amalgame, vous êtes un pote de Pol Pot. C'est tout ce que vous êtes. Vous avez l'insulte à la bouche. Monsieur Noiriel, Monsieur Noiriel, ce que je dis, c'est pas mon avis personnel. Je vous mets au défi de trouver un seul historien de l'immigration aujourd'hui qui soutiendrait les thèses que vous soutenez. Donc vous nous dites carrément que vous récusez la recherche, que vous récusez le monde des historiens et que nous figez pour l'éternité dans la France de Jeanne d'Arc. S'il vous plaît, et d'accord. S'il vous plaît. Jules Ferry et Clémenceau, vous connaissez? Non, monsieur Lescun. Je vous demande quelle est votre définition de l'identité nationale. Et vous avez entendu ce qu'a dit monsieur Lescun sur l'islam comme facteur de non-intégration. Je voudrais une assimilation. Il faudrait que vous répondiez là-dessus. Alors, je vous dis, l'identité nationale, c'est quoi? L'identité nationale, ce n'est pas une notion que nous utilisons dans la recherche. Vous avez... Bon, ben je vous le dis comme c'est. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais je vous dis... Vous connaissez Huntington? C'est pas un chercheur, Huntington? Écoutez, n'entrons pas dans les détails. Ce n'est pas une notion, ce n'est pas une notion. Je veux dire, la notion qu'on peut donner d'identité nationale, c'est effectivement un vivre ensemble et une évolution qui se fait constamment au fur et à mesure que les sociétés se transforment. Vous ne pouvez plus... Vous ne pouvez plus. C'est la réalité. Je vous mets au défi de trouver des gens sérieux qui diront le contraire. Attendez, Huntington, arrêtez avec vos idéologues d'extrême droite américains. Comme quelqu'un qui défend l'identité nationale, vous posez là. On a des très beaux moments dans l'histoire. On a parlé d'identité. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est l'affirmation d'une forme d'identité qui récuse totalement cette France qui, d'ailleurs, à l'époque, était quittée. Vous savez, vous parlez des émigrés et pas des immigrés. Moi, je suis né dans une France, à la fin des années 50, la France organisait de façon systématique l'immigration, car nous avions besoin, intensément besoin, d'immigrés. C'était des hommes et des travailleurs. D'ailleurs, à l'époque, on disait des travailleurs migrants, qui venaient et qui ne venaient pas pour s'installer pour toujours. Ils souhaitaient retourner au pays. Et il s'est passé la conjonction de trois choses tout à fait importantes. 73, le premier choc pétrolier, le début du chômage, qui grimpe pour atteindre les niveaux qu'on a guère quittés depuis. 1974, c'est le droit
au regroupement familial. C'est-à-dire que les travailleurs... Puis-je m'exprimer? Mais on ne peut pas informer que déjà 76. vous jugez. 1976. 1974. 76, regroupement familial. Bon, Giscard d'Estaing, nouveau président de la République, dit il faut organiser le regroupement familial. C'est un progrès social majeur que ne pas aller prendre les hommes dont on a besoin, de les mettre dans les usines et de les loger comme on pouvait. Et puis, 75, c'est le collège unique. Quel lien je fais? Quand vous avez des hommes qui viennent s'installer, qu'ils font grâce au regroupement familial, venir leur épouse, éventuellement leurs enfants, et qu'ils s'installent durablement, ils font comme tous les Français, c'est-à-dire comme tous ceux qui vivent en France. Ils ont des enfants, puis des petits-enfants. Et comme on a fait le collège unique, comme on a fait la démocratisation qui mène jusqu'à 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, au niveau de la terminale, eh bien, ce problème du creuset se pose comme il ne s'était jamais posé. Mais si nous avons des difficultés aujourd'hui, si certains ne se sentent pas intégrés, c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés scolairement, socialement et économiquement. Et c'est ça n'a pas rien à une voir... question d'intégration nationale. La plupart d'entre eux sont nés français. Moi, je suis suisse. On m'a jamais refusé d'être suisse et français. Mais il y a beaucoup de Français qui veulent devenir suisses, même. Ma famille était calviniste. Ouais. Ben moi, non. Non, vous non. Vous êtes un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart... Oui. Vous savez, à Sciences Po, depuis j'ai créé les conventions d'éducation prioritaire, les gens qui me disent, savent pas trop comment, ils disent « vos jeunes, là ». Et dans ce vos jeunes, c'est ceux qui viennent des Alpes, là. Qui ne sont pas tout à fait blancs, pas tout à fait catholiques, qui viennent un peu de banlieue. Et c'est une erreur fatale, parce que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, toutes les couleurs seront présentées. Non mais monsieur, toutes les religions. Attendez, je voudrais poser une question à Madame Cada. Vous nous avez dit en préparant cette émission, avec l'équipe, là, que votre fils qui est né en France, qui vit ici, ne se considère pas comme français, dites-vous. Il se revendique uniquement comme arabe. Qu'est-ce que ça veut dire oui, qu'est-ce que ça veut dire Monsieur Descas s'en étrangle. Avant d'être c'est grave, c'est grave. Non, mais d'accord. Écoutez ce qu'on a vu dire. Non, c'est grave. Oui, je suis d'accord. On ne veut pas être français. Je suis d'accord, c'est grave. Alors, allez-y, expliquez-nous. Mon fils a 10 ans, il n'a pas 20, donc laissez-lui le temps de grandir et de conscientiser tout ça. Ça va, bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne se dit pas français, mais il se pense français. Il est né ici, il a grandi ici, il se conçoit dans ce pays, et même il se projette dans cet avenir-là. Le fait qu'il ne se dise pas français, c'est qu'il ne se reconnaît pas dans l'idée qu'on se fait du français, parce que c'est ce que la société lui renvoie. Quand on dit votre religion, votre histoire, votre culture, votre pays d'origine, comment est-ce qu'un enfant de 10 ans peut se dire « je ne suis pas français » Il ne sait même pas comment le définir. Il fait ça comment que traduire avec ces mots ce que la société lui renvoie. Et ce qu'on a pu voir durant toutes ces années, là on fait comme si c'était un débat strictement philosophique, mais on a parlé du séisme 2002 qui fait qu'aujourd'hui on a une espèce de course effrénée des différents candidats à faire plus royesque que le roi, celui qui va chantonner au plus fort la Marseillaise, simplement pour dire on va essayer de drainer cette base électorale du Front National pour éviter justement de renouer avec avril 2002. Et dans le même temps, c'est nous qui faisons le fait. Pourquoi ? Parce qu'on entretient cette ambiguïté qui a toujours été en l'état, qui prédispose les gens à accepter cette idée. Islam, immigration, politique d'intégration, banlieue, c'est même combat. C'est kiff-kiff. Permettez-moi l'expression. Parce qu'à un moment donné, cette ambiguïté-là, elle ouvre des portes qui sont déraisonnées. Fatima Hani, vous n'êtes pas du tout d'accord, si j'ai bien compris. Vous vous sentez pleinement française. Pas du tout d'accord avec... Avec ce qui vient, avec le sentiment que pourrait exprimer le fils de Sadakada. Le problème, c'est avec le fait qu'on puisse effectivement dire qu'on ne serait pas français parce qu'on ne s'assimilerait pas ou on ne s'intégrerait pas. Ça, c'est ce qu'a dit M. Descas. Mais le monsieur qui dit ça, là, je ne vais même pas le regarder parce que c'est des choses auxquelles, franchement, à un moment ou à un autre dans l'évolution... Il faut évoluer dans la vie. Il faut évoluer dans la vie. C'est parce que justement, il y a des esprits étriqués comme ça qui ne veulent pas comprendre que le visage de la France, il a évolué, que le problème... La vérité n'est pas étriquée. Je vais vous dire ce que c'est, monsieur. Moi, le langage de vérité. Vous racontez des histoires en français, moi je dis la vérité. Ne serait-ce que, déjà pour commencer déjà juste par écouter l'autre. Commencez par écouter l'autre. Il faut commencer par dire qu'on aime la France et qu'on a l'amour de la patrie au cœur. Voilà ce qu'il faut dire. C'est vous qui ne l'aimez pas, la France. Si vous l'aimiez, la France, vous l'accepterez telle qu'elle est dans toutes ses richesses et dans toute sa diversité. Le problème qu'il y a en France, il n'est pas lié à l'intégration. Ça, c'est comme d'habitude le croque-mitaine qui vient à chaque fois sonner à la porte, à chaque fois qu'il y a une élection importante, ou là, d'un seul coup, l'immigration, ces personnes qui
qui devraient être françaises qui ne le sont pas, crise identitaire. Le problème, monsieur, en France, qui fait éclater la France en ce moment, c'est les problèmes de logement, les problèmes de travail, des gens qui sont dehors. Il y a des bidonvilles en France qui sont en train de naître là-bas à Villeurbanne. Il y a des villes comme Orange où les gens ils sont étouffés. Vous avez des endroits partout où les associations ils sont de petit à petit en vivant sur. Non, c'est pas un sujet différent. Ça, complètement différent. C'est des choses qui font que justement on étouffe ces quartiers-là. Vous demandez à des gens de s'intégrer alors qu'ils sont déjà, ils sont nés dans le pays. De s'assimiler, pas de s'intégrer, ça ne veut rien dire. Non, mais s'assimiler, ça veut rien dire du tout. Alors là, vous êtes vraiment à l'ouest. Moi, je vous dis que vous êtes vraiment à l'ouest. Là où il y a un problème, oui, vous êtes à l'ouest. Moi, je vous le dis. Vous êtes à l'ouest des réalités, en fin de compte, des réalités de terrain. Vous connaissez pas la France, monsieur. Vous connaissez pas votre pays. Et si vous le connaissiez, peut-être que vous auriez un peu. Moi, je ne dis pas ce pays, je dis notre pays. C'est la différence. Vous parlez de religion, mais la laïcité, qu'est-ce qu'elle a apporté? Le droit, justement, à cette liberté. L'islam refuse la laïcité, chère madame. Non, vous m'excuserez, en aucun cas. L'islam refuse la laïcité. L'islam est une théocratie qui refuse la laïcité. Qui, justement, donne de l'eau au moulin à ces gens qui... Non, excusez-moi, Madame Annie. Et ils vivent dans le respect les uns des autres. Il y a que vous que ça dérange, apparemment. Madame Annie, réponse à les problèmes qu'il y a en France sont pas liés à une religion et encore moins, je vous dis, moi, à un problème d'intégration. Ils sont liés, justement, à une mauvaise répartition des richesses dans ce pays. Ils sont liés... Notre pays, oui, vous dites ce pays. Bien sûr que oui. Ce pays, c'est pas le vôtre. Non, c'est mon pays, moi, sur plusieurs générations, peut-être même sur des générations. Monsieur Descamps, vous avez la parole. Monsieur Descamps, vous avez la parole. Monsieur Descamps. Non, c'est pas le genre riposte, on n'applaudit pas, excusez-moi, vous êtes trompé d'émission, alors là. Monsieur Descamps. Oui, non. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. C'est vrai, madame a parfaitement raison de dire qu'il y a des graves sujets de chômage, etc., d'économie. Mais la question de l'identité, c'est en fait un terme abstrait pour dire est-ce que notre patrie que nous aimons, nous avons au cœur l'amour de la patrie, est-ce qu'elle va rester ce qu'elle est? Alors on nous raconte des bobards terribles en matière d'immigration et d'identité nationale. Quel bobard? Le premier, c'est qu'on nous dit que la France a toujours été une terre d'immigration. Mais c'est totalement faux. Entre Clovis et Napoléon III, c'est-à-dire entre 550 et 1850, l'immigration a été homéopathique. Et entre 1850 et 1950, l'immigration a été européenne, c'est-à-dire que c'était des Européens de race blanche, de religion chrétienne, protestante ou catholique, ou des Juifs. Et maintenant, nous avons une immigration qui vient de partout, du tiers-monde, et qui est musulmane. Depuis 1950, l'immigration a changé de nature, et c'est cette nouvelle immigration qui ne s'assimile pas. Ok, on a compris. Elle ne s'assimile pas, elle refuse. Non, Madame Annie, s'il vous plaît. Madame Annie, s'il vous plaît. Elle dit ce pays, elle ne dit pas notre pays, elle ne dit pas la France que j'aime, elle dit ce pays que je veux occuper. Voilà le sujet. Elle dit ça, occuper, un pays occupé. Oui, ils disent ça. Ils disent ça. Monsieur Tréhard. J'aimerais une chose quand même, c'est qu'on ne mêle pas ni les races ni les religions là-dedans, parce que ça n'a vraiment rien à voir pour le coup. Ce que je voudrais dire quand même, et qui est important en réponse à ce qui a été dit tout à l'heure, je reviens au propos liminaire quand je disais qu'il y a environ 60% de Français, soit qui votent aux extrêmes, soit qui s'abstiennent lors des élections. S'ils s'abstiennent, c'est qu'il y a une raison. C'est que justement, on ne leur parle pas de leur pays. C'est parce qu'on ne leur parle pas de leurs problèmes. Et leurs problèmes au quotidien, c'est qu'ils n'ont pas justement... Ils ne sont pas dans le projet. Quand vous imaginez qu'en 2002, le président de la République actuelle, je passe sur le deuxième tour qui n'avait aucune signification, a été élu avec à peine 20% des voix des Français. Oui. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on se pose la question et de se dire qu'il y a des questions justement qu'il ne faut pas laisser aux extrêmes. Il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas que les extrêmes récupèrent les sujets qui sont la préoccupation des Français. Il faut que ces sujets, qu'on le veuille ou non, reviennent dans le giron du débat politique. L'identité française en est un, l'immigration en est un. Mais est-ce qu'il a bien fait, Sarkozy, de lier avec cette conjonction de coordination immigration et identité nationale? On fait un procès à M. Sarkozy, attendez, je veux bien. Mais si on fait ce procès à M. Sarkozy, il faut faire exactement le même procès à Mme Royal, qui demande aujourd'hui à ce qu'on chante la Marseillaise et à ce qu'on sorte et à ce que chaque foyer en France ait un drapeau national. Il a raison. Bon. Non, mais après, chacun apprécie. Ce qui veut dire, je voudrais terminer. S'il vous plaît. Ce qui veut dire simplement, c'est que ce sujet intéresse. D'accord, bah oui. Je pensais que vous disiez. Oui, monsieur Noiriel. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien qu'il y a un déficit d'éducation civique et d'éducation historique. Vous savez d'ailleurs que
Bientôt va être inaugurée la Cité nationale de l'histoire de l'immigration pour rappeler. J'y contribue effectivement parce que c'est une partie aussi de l'histoire de France. J'y peux rien. On estime qu'un tiers des gens qui vivent aujourd'hui en France sont issus de l'immigration. On peut qu'on remonte jusqu'aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Vous voulez pas le nier? Bon, j'ai écoutez, immigré moi-même. Bon, très bien, mais ce que je veux vous dire, donc, ce que je voudrais souligner au niveau de l'éducation civique, parce que pour moi, l'éducation civique, ce n'est pas simplement les enfants dans les écoles, c'est aussi les élites. Et il y a un point très important, c'est la manière dont on parle des gens. Dans la République, dans la tradition républicaine que je défends, eh bien, on parle des individus sans les humilier, si vous voulez, sans les humilier, en les respectant pour ce qu'ils sont. Et vous avez eu un consensus, chez les élites républicaines au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après les horreurs, justement, du nazisme, de Vichy, des années 30, parce que les manipulations identitaires avaient amené à cette catastrophe mondiale. Et pendant 30 ans, vous avez eu ce consensus où on ne parlait pas de ce langage identitaire chez les élites. Et ce consensus a été brisé au début des années 80 par Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, on le voit ressurgir dans la droite autoritaire comme Nicolas Sarkozy. Et on a une dérive populiste, si vous voulez. Parce que quand on dit... C'est une bonne idée parce que les sondages montrent que les Français, une partie des Français le soutiennent, mais c'est un argument incroyable. Un homme politique, il doit aussi jouer un rôle d'éducateur. Est-ce qu'on va dire que Hitler avait raison parce qu'en 1932, le parti nazi avait gagné le plus grand nombre de voix? Non, vous avez dans les modes de raisonnement... Mais vous êtes un désinformateur, un propagandiste de bas étage. Vous avez dans les raisonnements, quand je dis qu'un argument politique ne doit pas être... faire le lit de la démagogie, si vous voulez. Monsieur Moati, Monsieur Nouriel nous explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, les hommes politiques n'avaient rien à faire. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit, De Gaulle? Il a dit notamment la France, il a dit à Perfit, la France, c'est une nation de race blanche, de religion chrétienne, de culture gréco-romaine. Alors c'est bien qu'il y ait des noirs, des jaunes ou des verts, mais il faut que ça soit pas trop important parce que sinon ce n'est plus la France. C'est De Gaulle qui a dit ça. Alors que M. Noiriel nous raconte que c'est les pages les plus sombres de notre histoire, il fait une fois de plus de la désinformation. Et moi je ne supporte pas les historiens qui désinforment alors qu'ils savent la vérité. Et il prétend se réclamer de la tradition républicaine qui est l'assimilation alors qu'il ne veut pas parler d'assimilation, qu'il parle d'intégration qui est un mot trompeur, qui est fait. Il n'y a plus que vous à l'employer. Parce que les gens sont fidèles à la République, l'emploi. Monsieur Tréard. Oui, il y a aussi Fernand Braudel qui a une définition de l'identité française. De l'identité française qui est assez longue et qui montre que ça se fait. L'identité française, c'est une succession d'acquis historiques et un socle commun. Comment ça se passe? C'est une addition, un conglomérat, un élargissement? Mais ça se fait. Comment vous voyez? Écoutez, comment vous ça se fait. Je vais vous dire aussi, ça se fait par une volonté politique. Une volonté politique, oui. Et ça, cette volonté politique, malheureusement, elle fait défaut depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas de volonté politique qui guide ce pays pour qu'il y ait un dessein commun. Il n'y a pas de dessin commun. C'est quoi ce qui est assez logique. Non, mais attendez, moi j'aimerais comprendre c'est quoi le dessin commun. Alors, je vais vous le dire. C'est trouver du travail, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est un dessin commun. Je vais vous le dire, je termine. Oui. Vous avez observé qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu la chute des idéologies. Ça ne me pas échapper. Voilà. Et ça a quand même complètement recomposé le paysage français. Et justement, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de référents. Et ces référents, ils sont à chercher, ils sont à trouver. Et c'est aussi la démission des politiques qui a amené à ce qu'il y ait une décomposition. Il faut reconstruire le pays. Monsieur Descoings. J'ai une très belle idée, une très belle représentation de la France diverse. C'est lorsque la plupart des candidats à l'élection présidentielle vont dans les dom-toms et qu'on sait immensément qu'on y est, on ne dit pas patriote, qu'on y est français. Les candidats à la présidentielle savent que dans les Caraïbes, qu'à Mayotte, etc., c'est la France, c'est la République, ce sont des électeurs. Peu importe, je crois qu'à Mayotte, le droit n'est pas entièrement le même que sur le territoire métropolitain. Je crois d'ailleurs qu'en Alsace-Moselle, le droit n'est pas tout à fait le même. Je crois qu'en Corse, le droit n'y est pas le même. Ça, c'est la richesse de notre République, c'est la richesse de la France. Alors maintenant, le projet. D'abord, le premier projet, nous le représentons ce soir, c'est de pouvoir librement parler avec des positions aussi radicalement différentes. La liberté, c'est contenu dans notre devise quand même. C'est notre devise. Le deuxième élément, c'est que nous allons voter. Quelle chance
il faudrait en prendre bien conscience. Et les 60% d'électeurs qui, soit ne se déplacent pas, soit estiment qu'il faut renverser le système parce qu'il n'est pas... Peut-être ne se rendent-ils pas compte de cette extraordinaire chance que d'être dans une démocratie où l'égalité, c'est que chacun d'entre nous, par son vote, qui vaut n'importe quel autre vote, va décider de notre avenir. Et la fraternité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'il y a du chômage, oui, bien sûr. C'est qu'il y a des logements insalubres. On vote des lois. Mais cette notion de fraternité, elle se traduit par la loi, par les règlements, par les politiques publiques, par de la solidarité. En France, on essaye le moins possible de laisser chacune et chacun sur le bord de la route. Donc, c'est un projet politique. C'est un projet politique, mais est-ce que ce n'est pas contenu dans nos lois, tout simplement ? Est-ce qu'il n'y a pas simplement des lois à défendre ? Mais non, oui, mais il y a des lois à défendre. C'est tout ça est contenu. Il y a des lois. Je vais vous en donner une loi à défendre. Alors dites, allez-y, oui. Regardez, quand il y a eu l'affaire du voile, justement, dans les écoles, la France a réaffirmé un principe qui est celui de la laïcité et de les signes religieux interdits à l'école, que ce soit le voile, la kippa ou la croix. Eh bien, c'était une loi qu'il fallait adopter. Et quand la France s'affirme, eh bien, on voit que depuis, il n'y a plus de problème de voile à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Saïda Kada, vous de ça ? Moi, je pense, là où je vous rejoins, c'est le fait que le problème en France, c'est qu'on n'a pas de projet politique. Je pense que le fin fond du problème, il est là. Et que depuis des années, en fait, on draine des symboles, on présente des symboles aux gens et on essaie de fédérer, en fait, la passion des gens plutôt que la raison et la réflexion. Avec ces affaires Un exemple précis, par exemple, là-dessus ? C'est l'idée, justement, d'une certaine France et d'une certaine laïcité. J'allais justement revenir sur la question du foulard pour illustrer ce que je disais. Vous êtes d'accord, c'est apaisé, là ? Vous êtes d'accord ? Non, il n'y a rien d'apaisé. Ça, c'est une vue de l'esprit. Vue de l'esprit. Ah, M. Tréa. Pas vous personnellement, je m'en excuse, mais l'idée simplement que les choses soient apaisées. Ce que je veux dire, c'est que depuis ces affaires du foulard, c'était du pain béni justement pour donner le sentiment aux gens, l'impression aux gens qu'ils vivaient dans un pays, dans une patrie, dans un grand projet. Alors qu'à côté de ça, justement, il y avait une panne sociale, une panne politique, une panne économique qu'on a simplement reléguée au second plan. Sur la question du foulard, nous, dans le cadre du réseau associatif, on n'a jamais demandé l'application d'un droit particulier ou spécifique aux musulmans. On a toujours demandé, c'est ce qui n'a pas été fait, l'application du droit commun pour tous les Français. On s'est justement dit, la laïcité est le cadre justement idéal pour régenter les relations entre les gens. Cette laïcité, elle respectait les différents cadres religieux, les différentes pratiques religieuses. Or, on s'est immiscé dans l'idée et dans la définition qu'on se fait du fait religieux et de notre pratique. Parce qu'à partir du moment où on me dit ça, c'est l'islam, ça, c'est pas l'islam, pour les pouvoirs publics, c'est quand même problématique quand on est censé être neutre en invoquant le principe de laïcité. Donc alors, vous pensez que c'est la laïcité presque d'une certaine façon qui menacerait votre identité ? Non, la laïcité la protège. Vous vous sentez menacé, vous ? Au contraire, moi je me sens portée par le projet de la laïcité en citoyen français. Oui, mais d'accord. Mais je vais vous dire, je vais justement vous donner un exemple très concret. Nous, ce qui pose problème, pour moi, en tant que citoyen, en tant que militant, c'est que le cadre légal, le cadre réglementaire n'a pas protégé tous les citoyens. Cette affaire du foulard a fait du clientélisme. Si on a fait une loi au 15 mars 2003, c'est qu'on admet qu'il n'y avait pas de loi. Comment se fait-il qu'on a pu exclure des jeunes filles, pourtant de moins de 16 ans, qui étaient soumises à l'obligation d'instruction depuis 1989, sans qu'on ait la capacité, la possibilité juridique. La laïcité a été imposée à l'Église catholique. Mais je ne remets pas ça en question. C'était une loi de combat. Mais je suis d'accord. Contre l'emprise. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut que les Français l'entendent, ça. Ne nous dites pas qu'il y avait la laïcité non respectée pour une religion, à quel fois mais c'est bien. Non, c'est exactement ça. Mais ce sont deux religions. Non, c'est des religions. Pourquoi on ne peut pas mettre sur le même plan le christianisme et l'islam ? Parce que la laïcité est un principe chrétien. Dans l'Évangile, il est dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et c'est imposé contre l'Église catholique pour libérer l'école. Le laïcisme. Et l'islam, c'est une théocratie qui refuse la laïcité. Donc quand madame nous dit gentiment que la laïcité, elle trouve ça très bien, c'est ce qu'on appelle dans l'islam la dissimulation, la taquillée. Elle ne dit pas la vérité. La taquillée, la dissimulation. C'est-à-dire que quand un musulman rencontre un non-musulman, il lui raconte de jolies choses qui ne correspondent pas forcément à ce qui est le cœur de la religion musulmane. Le cœur de la religion musulmane, c'est la charia. C'est la charia, c'est l'application de la loi islamique. C'est le voile islamique. C'est une obligation, la voile islamique. Voilà un vrai projet français. La laïcité est un véritable projet français. C'est une des... on parle souvent de l'exception. On parle souvent de l'exception française. La laïcité est un magnifique projet qui est un creuset justement dans lequel peuvent s'inscrire
toutes les religions, toutes les races. Mais c'est aussi un moyen de pacte social, justement, cette laïcité, qui est absolument extraordinaire. Qu'on recadre un petit peu, parce qu'au final, on est là pour surtout discuter, parce qu'on ne parle que de l'islam depuis tout à l'heure, on parle de religion, et je pense que déjà la laïcité, elle permet la liberté de culte. Donc ça, c'est le domaine privé. Je veux dire, il n'y a pas à mettre sur la place et sur les débats politiques une religion, je veux dire. Je ne comprends pas pourquoi on en arrive, c'est toujours cette bête noire, toujours qu'on veut mettre en avant. Excusez-moi, monsieur, vous avez cette fâcheuse habitude de toujours vouloir interrompre les autres. S'il vous plaît, contenez-vous. On veut toujours mettre sur le devant de la scène cette histoire de religion, etc. Ça, c'est le domaine privé, je veux dire. On ne met pas sur le devant de la scène le judaïsme ou la chrétienté. Je veux dire, laissons ça au domaine privé pour nous attaquer aux vrais problèmes. Et les vrais problèmes sont sociaux, pourquoi on lit sans arrêt, d'après vous? Pourquoi on lit sans arrêt? On veut faire peur. On veut faire peur. Pour vous, c'est purement tactique. C'est que tactique. Mais bien sûr que c'est tactique. C'est tellement flagrant que c'en est presque, on va dire, scandaleux. Considérez que je suis un peu niais, comme ça je ne comprends pas bien les choses. Expliquez-moi. Que je me fais de vous. Non, mais ça fait rien. Mais expliquez-moi pourquoi. Vous croyez que c'est taquin, c'est tactique, c'est pour gagner des voix, c'est quoi? En quoi est-ce qu'une religion, mettre sur le devant d'un débat politique où la politique n'a rien à voir avec la religion, d'autant plus que, s'il vous plaît, cette laïcité permet justement cette liberté de culte. Et c'est ça, en fin de compte, c'est l'un des fondements aussi de cette identité nationale. Tout à l'heure disait on parle d'identité nationale. Monsieur Noiriel. Et je vais en revenir aussi au fait que, par rapport à l'histoire. Je vais en revenir, s'il vous plaît, au fait par rapport à l'histoire. Je pense qu'il est aussi important, de manière à ce qu'on sache où on va, qu'on sache comment aussi cette France, au fur et à mesure de ses flux migratoires, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a aussi une méconnaissance de la diversité française. Je pense qu'il est temps maintenant que les livres d'histoire relatent l'histoire sans la censurer. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans l'histoire qui ont été censurées dans les bouquins et qui font que, je sais pas, il y a tous les flux migratoires, par exemple, qui ont attrait à ce pays-là, n'y figurent pas forcément. La guerre d'Algérie, tout ça, vous voyez, qui pourrait aussi mieux montrer, je veux dire, le visage de cette France d'aujourd'hui. Merci. Mais monsieur Noiriel, vous avez l'impression que les immigrations se ressemblent, les immigrations sont toutes différentes. Pourquoi, effectivement, dans une émission comme celle-là, effectivement, on lit aussi immigration, islam, identité nationale, islam. Est-ce que ça a toujours été la même thématique? Il y a beaucoup de choses qui se dit aujourd'hui contre l'islam qui ressemblent exactement à ce qu'ils disaient dans les années 30 par rapport à la religion juive. Vous avez toute une série d'arguments qui étaient ceux de l'antisémitisme visant à dire que la religion juive était incompatible avec la tradition française, chrétienne, etc. J'en cite dans mon livre beaucoup d'exemples de ce type-là. Donc effectivement, et moi, la laïcité, je suis un partisan de la laïcité, mais il ne faut pas que la laïcité soit manipulée aussi, vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs conceptions de la laïcité dans l'histoire de France. Vous avez une conception qui est une conception autoritaire, vous avez une conception qui est éducative. C'est-à-dire on va faire évoluer les gens par l'éducation, par le débat, vous comprenez? Et non pas en les stigmatisant d'emblée. Parce qu'on ne progresse pas de cette manière-là. Tous les gens qui sont dans le secteur éducatif vous le diront. Donc c'est un travail qui est plus long, qui est plus difficile que simplement la répression ou la stigmatisation, mais qui est absolument nécessaire. Et c'est assez dramatique aujourd'hui de voir dans la situation dans laquelle on est que les travaux qui peuvent être faits par les historiens, par les sociologues, par les sciences sociales, aient si peu de place dans le débat. Mais monsieur Noiriel, par exemple, ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai l'impression d'un côté répétitif incroyable. Depuis le début des années 80, quand on a eu l'émergence de Le Pen, on a les mêmes débats, les mêmes questions, les mêmes positions. Rien n'a changé. C'est extrêmement déprimant pour nous, qui croyons à la mission éducative de notre... Bien sûr, mais monsieur Noiriel, est-ce que vous pensez que quand il y avait l'immigration italienne, par exemple, les travailleurs italiens, polonais, etc., on se posait les mêmes questions? Oui, il y a toute une série... nationale se disait menacée par les Italiens. On disait que, je le cite, je ne vais pas revenir à mon livre, mais tout ce qui a pu se dire quand vous avez l'assassinat de Sadi Carnot, le président de la République, en 1894, par un anarchiste italien, vous avez exactement des débats. Alors évidemment, on ne parlait pas forcément de la religion, quoique même chez les Polonais, dans les années 20, on disait que ce n'était pas la bonne manière d'être catholique. Enfin, vous trouvez à chaque génération la répétition d'un certain nombre d'éléments qui viennent à alimenter des préjugés. Je vous mets preuve à l'appui. Faites un travail, faites une recherche comme j'ai fait pendant 25 ans, monsieur, avant de parler. C'est quand même incroyable, cet obscurantisme. Mais l'islam, pour vous... Attendez, je pose une question simplement. L'islam, pour vous, c'est un préjugé, entre guillemets? Comment, la conception qu'on se fait d'islam, comme ça, le débat. Si vous voulez, vous avez des éléments qui nourrissent l'actualité, qui structurent des faits divers autour du terrorisme, par exemple, et qui alimentent les fantasmes et les peurs des gens. Et du coup, on amalgame et on généralise des choses qui sont marginales à l'ensemble d'une population. C'est ça, c'est ce fait-là qui est répétitif. Parce que dans l'histoire, c'est ce qui s'est fait avec les anarchistes italiens. D'accord, j'ai compris. Dans les années 30 avec les communistes. C'était la même histoire. C'est toujours la même. Vous avez une structure qui se répète, mais qui est alimentée de génération en génération. C'est là qu'il y a une manipulation. Quelle manipulation? La vérité historique, c'est que l'immigration italienne
italienne a soulevé des difficultés il y a un siècle. Et alors les gens comme M. Noël vous disent, vous voyez, donc les choses se passeront aussi naturellement avec l'immigration actuelle. Eh bien, c'est justement a fortiori. C'est parce qu'il a déjà été difficile d'assimiler des Italiens il sera beaucoup plus difficile d'assimiler des gens qui n'ont pas la même religion que la majorité des Français. Vous comprenez ? Ils l'ont été quand même, ces Italiens, assimilés. Ils ont été assimilés intégrés aussi, parce qu'ils étaient européens, etc. C'est donc ça sera encore beaucoup plus dur et en fait impossible pour des gens qui refusent l'histoire française, vous comprenez ? Mais en quoi ils la refusent ? Parce que le musulman... En 732, il n'est pas du côté de Charles Martel, il est du côté des envahisseurs, mon cher ami. Vous faites rire aux éclats. Vous faites rire aux éclats votre voisine. Quand même les croisés, les nouveaux sarrasins. Et dans les croisades, il est du côté... Il ne manquait plus que les croisés. Il est du côté de Saladin, il n'est pas du côté des croisés. Donc le musulman est un ennemi, quoi qu'il arrive. Je veux dire, pour rigoler, que l'histoire, il la voit de l'autre côté, si vous voulez. Lorsque les barbaresques, qui ont fait ça pendant 3 siècles, ils sont venus sur les côtes de France, à Nice et ailleurs, pour arracher nos enfants, nos femmes et nos hommes, pour les enlever comme esclaves à Alger. Attention. On est à la limite, là. 1,5 million. Non, monsieur Desquin. C'est l'histoire de France. Monsieur Desquin. On n'en parle jamais de cette traite-là. La traite des esclaves par les Algériens qui ont emmené des Français en Algérie. On n'en parle jamais. Moi, je demande que l'Algérie fasse repentance. De répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on parle de religion quand on parle de politique? Ça a toujours été intimement lié. C'est la question que j'ai posée. C'est pour ça que j'ai posé. Répondez-moi, merci. Premier exemple, dans l'histoire, nos chrétiens se sont entretués pour des questions de religion. Ça s'est d'ailleurs appelé les guerres de religion. Oui. On s'est entretués. Mais en Irlande, on s'est entretués pour des raisons de religion au début du XXe siècle. Et on essaye toujours de faire... Ce n'est pas fini. Donc c'est normal. Donc il n'y a pas de parler politique et religion, premièrement. Deuxièmement, il y a des effets très concrets de non-respect de la laïcité qui sont très dangereux et qui peuvent être portés par certaines religions. Je respecte infiniment le port du voile. En revanche, quand dans un hôpital, un médecin n'a pas le droit d'ausculter une femme, si cette femme n'est pas en présence de son mari, et si elle, par ailleurs, elle n'a pas le droit de se dénuder, ça pose un problème, parce que là, on est très... Quand dans une prison... Vous répondez... Quand dans une prison... Ça n'est pas une anecdote. La commission Stasi a été... Attendez-moi, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Permettez-moi quand même de répondre à ça. Laissez-lui répondre là-dessus. Ce sont pas une constitution de l'organisation. Là, vous parlez d'islam politique en parlant de choses liées à des guerres entre l'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande. Vous parlez des guerres de religion comme si le lien entre l'islam et la politique c'était forcément violent. Je n'ai jamais dit ça. Non, moi ce que je veux dire aujourd'hui, le problème, qu'on ne pouvait pas dire que les anciens... Permettez-moi. Regardez, qu'aujourd'hui on est des cas par cas, des cas de violence. Demain vous avez un SDF qui va agresser un médecin, on va pas dire que tous les SDF sont des gens violents. Demain, vous allez avoir un immigré turc qui va agresser un médecin. Non, ce que je veux pas. Non, mais dites que vous voudrez. Non, mais écoutez. Non, mais vous. Attendez, monsieur Tréard. Je vais quand même terminer si vous permettez. Ce que je veux dire aujourd'hui, le problème, c'est pas la religion, la politique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Française, je peux être musulmane, j'ai le droit de définir moi-même ma pratique religieuse sans ingérence de l'État. Et si maintenant, au cas par cas, il y a des problèmes, ça se règle par le droit commun. On arrête de légiférer un droit particulier. À l'époque des débats sur le foulard, au moment des pics complètement hystériques médiatiques, même Hanifa Chérifi reconnaissait qu'il y avait à peu près 150 cas. Allez, on légifère pour ça. On a quand même connu plus grave. C'est pour ça que les Français... Non, ce n'est pas un principe. Le principe de neutralité ne s'applique pas aux usagers de la fonction publique, mais aux fonctionnaires. C'est le cadre laïque. Mais il n'est pas respecté. Je voudrais justement répéter qu'on légifère pour des principes et pas pour des cas particuliers. Et justement, les politiques ont trop légiféré pour des cas particuliers ces derniers temps. C'est comme ça qu'on arrive tout droit au communautarisme. Je ne dis pas qu'on y... dans le clientélisme. Et au clientélisme. Ça, c'est grave. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui est important. Parce qu'on se gargarise en disant il y a eu l'immigration italienne. Je ne gargarise pas, monsieur Norier. Non, mais je veux dire, toutes les immigrations se valent. Non, vous me laissez terminer. Allez-y, vous me laissez terminer. Elles sont assimilables ou pas? Je dis simplement qu'aujourd'hui... Vous allez assimiler la liberté. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. Monsieur Descoings. Il y a eu effectivement
l'intégration ou l'assimilation, comme on veut, des immigrés italiens, des immigrés polonais, c'est une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui est globalisé, où vous avez des millions de gens qui veulent venir dans ce qu'ils croient un Eldorado et qui n'est plus un Eldorado depuis longtemps. Le problème existe. Comment faire pour dire à ces personnes de ne pas venir s'échouer, parce que c'est vraiment le cas, c'est souvent le cas, en Europe ou aux États-Unis, alors qu'ils ne trouveront pas l'Eldorado qu'ils croient avoir. Il est là le problème. Des migrations sud-sud aussi, il n'y a pas que des migrations sud-nord. Cette immigration est massive aujourd'hui. Oui. Elle n'a rien à voir avec l'immigration polonaise ou italienne qui existait au début du siècle dernier. C'est un problème global. Et on dit qu'on a besoin d'immigration. On dit qu'on a besoin. Avec des mélanges de cultures qui sont bien plus importants que les mélanges qui existaient entre Polonais, Français, Italiens. Où là, il y avait un socle commun. Quelle est la réponse ? Parce que tout le monde sait qu'il y a des migrations qui ne sont pas dans un sens uniquement. Si quelqu'un avait la réponse, si quelqu'un avait une réponse raisonnée et avait les moyens de cette réponse-là, on ne serait pas là à discuter aujourd'hui. Attendez, moi j'imagine... C'est pas par des solutions radicales qu'on y arrivera. Mais justement en réfléchissant, en étant le plus imaginatif possible et en faisant tomber les tabous, qu'on y arrivera. Justement, M. Tréhard, imaginez 3 secondes, moi je suis ministre de l'identité nationale. D'accord ? Ministre de l'identité nationale. Le rôle me va bien. Le rôle me va excellemment. Et puis j'ai des choses à dire là-dessus. Mais qu'est-ce que je ferais concrètement ? Non mais attendez, je serais le juge, l'arbitre de touche, le machin, je rappelle l'orthodoxie, je rappelle l'histoire, tout ça tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une question de volonté politique. Si l'on veut maintenir l'identité nationale, il y a 3 mesures, trois politiques à engager. Premièrement, arrêter l'immigration. Deuxièmement, favoriser l'assimilation des immigrés qui sont en France. Et troisièmement, favoriser le départ des immigrés qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas s'assimiler. Voilà. S'assimiler, en fait... C'est toute une question de volonté politique. Quand les politiques vous disent qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas en réalité, parce qu'ils ont peur de l'extrême gauche, de la désinformation et de la pression médiatique. Alors, Madame Annie, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comment vous voyez ce ministère et qu'est-ce qu'il ferait, le monsieur, toute la journée ? Moi, je ne vois pas du tout ce ministère parce que je ne vois pas quel va être son rôle et à quoi il va servir. Ça, je ne le vois pas du tout. Maintenant, en même temps, excusez-moi, ce que vous venez de m'expliquer, là, c'est quelque chose que je ne peux pas assimiler. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas assimilables. Mais quand bien même, je ne comprenne pas le terme quand il sort de votre bouche, mais bon. Ce que je comme ça plutôt, sectaire, là, hein non, moi, je comprends ce que vous dites. Non, je suis française, monsieur. Je suis française et justement, en tant que française, je vais vous montrer, moi, mon identité, là, telle qu'elle est aujourd'hui. Ce que je veux dire, moi, au travers en tout cas de tout ce qu'on fait parmi nous dans le collectif Assez le Feu, c'est qu'aujourd'hui, après les Tours de France qu'on a fait, et il y en a un qui actuellement est en train de se faire, pendant lequel on a le rendu du contrat social des citoyens, justement, et c'est Caïd Dolian, je fais en condensé. C'est l'amour de la patrie, excusez-moi, s'il vous plaît. Oh là là, vous êtes fatigant, monsieur. C'est du jargon. Je comprends que vous n'arriviez pas à évoluer. C'est du jargon. On est à l'ère de la mondialisation. Ah ben voilà, vous l'avouez. Vous l'avouez. J'avoue que donc la France doit disparaître. À l'ère de la mondialisation, la France doit disparaître. Vous êtes un couple infernal. Stop. S'il vous plaît, c'est quelqu'un dont on ne peut pas parler. Ma femme est derrière moi, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, dans le siècle où on se trouve maintenant, je veux dire, au-delà de ce côté français, au-delà de ce côté même citoyen, on est quand même à une ère, on va dire, plus humaniste. Citoyen du monde, vous voulez dire. On va dire citoyen du monde, même si vous voulez, entre guillemets. C'est ça, monsieur, c'est ça, la planète. Citoyen de la France, l'environnement, c'est ça. Citoyen du monde, citoyen de la France, c'est le choix. C'est l'alternative. Taisez-vous, s'il vous plaît. Non, parce que ça devient barbant au bout d'un moment, parce qu'il attise comme ça quelque chose sans même qu'il s'en rende compte, qui est plutôt mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en France, si c'est ce qu'on a envie de savoir, c'est que pensent les Français, au travers de tous les gens qu'on a rencontrés, quel que soit le problème de l'identité qu'on veuille bien mettre par-dessus, ou religion, ou quoi que ce soit, la première des choses qui importe à ces personnes-là, et plus de 20 000, on peut vous le dire, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un logement, il faut qu'ils aient de quoi manger, il faut qu'ils puissent s'instruire pour permettre cette fameuse intégration. Là, on parle d'intégration, moi je vous parle de désintégration. Ce qu'on est en train de faire, c'est que ce pays, il crée du communautarisme. Ils discriminent toute une partie, tout un pan de la population. Et ils peuvent s'appeler Jean-Marie, Françoise et Janine, non couverts de tout le temps, Mamadou ou Fatima. Moi, je vous le dis. Et partout en France. Et ces gens-là, ils s'intéressent à une seule chose. C'est pas cette identité nationale qui fait qu'attiser encore une autre peur qui va draguer un petit peu le Front National. C'est plutôt le niveau social de ce pays. Où va-t-il et comment considère-t-on le français aujourd'hui ? Madame Annie, je vais être obligé d'être... Je veux juste pouvoir terminer parce que... Et moi, je voudrais juste poser une question. Alors, comment vous réagissez ? Deux choses extrêmement justes. Ah bon ? Deux choses extrêmement justes. Premièrement, cette politique de l'intégration, dite de l'intégration, conduit à la désintégration de la France. Et moi, ce que je ne veux pas.
Deuxièmement, comme tous les Français qui ont l'amour de la patrie. Deuxièmement, elle a dit citoyens du monde, c'est ça l'alternative. Ou bien nous voulons que les Français soient simplement des citoyens du monde, ou bien qu'ils soient des citoyens de la France. C'est pas aussi simple, quand même. Pas du tout, c'est l'un ou l'autre. Ou bien la France disparaît. L'universalisme n'est pas le cosmopolitisme, ce n'est pas la même chose. C'est l'universalisme de l'incarnation qu'il faut défendre. D'accord, stop, non, Madame Annie. L'identité nationale. Vous voulez vous donner une mauvaise image d'un autre pays, justement. C'est vous qui voulez salir mon pays, la France. C'est vous. En lui donnant ce regard apeuré de l'étranger, vous vous rendez compte de comment on voit la France, on la voit comme un pays quand même raciste et discriminant. Monsieur c'est du baratin. C'est du baratin. Stop, Madame Annie. C'est du baratin. Madame Annie. Monsieur Noiriel. Alors, à la question de vous seriez demain ministre, Dieu ne plaise, de l'identité nationale, qu'est-ce que vous feriez? Ce qu'à Dieu ne plaise. Moi je plaide pour l'autonomie de la réflexion, de la recherche et pour le maintien d'un espace de pensée critique à l'égard des hommes politiques, des partis, quels qu'ils soient. Et donc, si vous voulez, je ne peux donc pas me mettre à la place d'un... Vous voyez bien, je m'en garderai bien. Le problème, donc, je crois important et qui me semble aujourd'hui plus important que jamais, c'est le travail visant à une éducation civique des Français qui intègre cette dimension-là, en rappelant effectivement le passé, l'histoire. Monsieur Tréhard. Oui, mais effectivement, on peut avoir des avis aussi différents. Je veux dire, c'est pas ça le problème, mais il y a des limites. Je vous dis, pour moi, une des limites majeures, c'est le respect des personnes. Or, on constate que la question de l'immigration, si vous voulez, vous avez des stratégies politiques aussi. On sait historiquement que quand l'immigration est mise à la une du débat public, le sécuritaire, etc., ça va servir la droite, l'extrême droite, et quand c'est les questions sociales, ça va plutôt servir la gauche. Donc vous avez aussi dans la définition des problèmes, dans la manière de nommer les gens, est-ce que vous les appelez immigrés ou est-ce que vous les appelez ouvriers? Ça construit des représentations de la société qui charrient ensuite des discours qui peuvent aller dans différents sens. Et donc, je crois qu'un petit élément quand même que je voudrais ajouter, qui est aussi dans l'actualité, ça vous déplaira certainement, mais c'est la vérité, vous avez la dernière enquête de la Commission nationale des droits de l'homme sur le racisme, qui prouve que vous avez plus de 50% des Français qui estiment qu'il y a trop d'étrangers et 30% qui trouvent que les Français musulmans ne sont pas des Français comme les autres. Et ben moi, une statistique comme ça me fait honte de mon pays. Je veux dire, en tant que citoyen, ma conception de la patrie, elle implique, elle introduit cette question. Vous, pardon ? Non. Heureusement, vous ne parlez pas au nom de mon pays. Monsieur Descoings. Ce soir-ci, je parle de mon pays. Monsieur Descoings. Attendez. Monsieur Descoings, vous avez... C'est la discrimination positive d'une certaine façon. Qui était le creuset, qui a été le creuset de la nation, qui a été le creuset de la vie, c'est l'école. C'est par l'école que s'est créée l'identité nationale française. Vous faites aussi vous. S'il n'y a pas de citoyenneté européenne, autre que juridique, par le traité de Maastricht, parce qu'on n'a rien changé dans les systèmes scolaires européens pour faire naître avec l'éducation un sentiment européen. Et il y a un troisième niveau d'identité, c'est le niveau global. Aujourd'hui, ce serait criminel de ne pas permettre aux nouvelles générations de s'en sentir à la fois française, européenne et globalisée. Merci. On espère en tout cas que tous les enfants de France se sentiront français. Je pense à votre fils, évidemment. Tous les enfants de France, c'est évidemment, citoyen de ce pays-là. Bon, alors merci. Si vous voulez prolonger le débat, liberté, égalité, fraternité, quand même, vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Je vous signale qu'il est toujours temps de composer le 110 et de faire des dons pour aider les malades du sida. Tous ensemble, bien sûr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. La semaine prochaine, autre grand débat des présidentielles, le travail en France. D'ici là, bonne semaine et merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.